J'ai pris 60 médicaments. Regarder, écouter, parler de tout sans préjugés, ici c'est ce que les médecins essayent de faire. Traiter l'adolescence comme une interruption volontaire de l'enfance. Je voudrais atterrir dans un monde, trouver ma place dans ce monde en fait. Je voudrais atterrir, me dire bon voilà, je suis bien là, je veux faire ça et je vais faire ça. Mais c'est pas toujours facile quoi. On n'est pas assez fort pour affronter les choses en face, voir la vie comme elle arrive en fait, et la prendre comme elle est. Le service de médecine interne des adolescents de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un service unique en France, créé il y a 10 ans par un pédiatre, le professeur Courtecuisse. Tous les ans, 3500 garçons et filles se retrouvent ici, diabétiques, anorexiques ou ayant tenté de mettre fin à leur jour. En France, 60 000 adolescents font chaque année une tentative de suicide. Ceux qui se ratent arrivent souvent à l'aube, comme Aurélia, 15 ans. Je suis un moment de déprime et puis j'ai pris des médicaments qui terminent. C'était la première fois que tu prenais des médicaments? Oui. Oui. Il y avait eu d'autres fois, mais j'avais jamais osé le faire. Tu y avais pensé déjà? Oui. C'est ça. Puis, là, j'avais deux choix entre me couper les veines ou prendre ces médicaments. Parce que je me suis dit, je vais prendre les médicaments. Puis j'ai pris 2 tubes de Temesta. Oui. Et mais ça, tu y avais déjà pensé à ça? Et puis j'ai jamais osé le faire parce que je me suis dit qu'il y avait toujours quelque chose de bon dans la vie pour remonter le moral. D'accord. Et puis hier? Et hier, je sais pas si ça m'a passé par la tête. Tu voyais plus de choses bonnes pour rester avec nous, c'est ça? Tiens, ma belle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses bien lourdes là pour une petite jeune fille de 15 ans. Aurélia sera donc admise au service des adolescents, un service réservé aux 13-19 ans. Ici, le mal de vivre côtoie l'envie de survivre. 22 infirmières et aides-soignantes, 10 médecins, 4 psychothérapeutes, une assistante sociale y soignent jour et nuit la jeunesse ébréchée. Peggy, la doyenne des jeunes, a 19 ans. Elle s'en va aujourd'hui. De grève de la faim en suicide raté, Peggy connaît le service depuis 6 ans. Difficile pour cette orpheline de quitter l'hôpital devenu sa famille. Elle laisse ici sa jeunesse, ses doutes et un poème écrit à 15 ans après avoir voulu mourir. Je viens à quand? Nous, les ados, nous sommes un monde à part. On se croit capable d'assurer tous nos actes. On ne veut personne derrière notre dos. Surtout pas les parents. D'ailleurs, on ne les supporte pas. Ils s'acharnent sans cesse contre nous. Peut-être envient-ils notre jeunesse. Au fond d'eux-mêmes, ils pensent nous aider, mais ils ont tout faux, car ils ne savent pas s'y prendre. Ils sont maladroits. À 15 ans, malgré tout, nous sommes fragiles. Il ne faut pas nous brusquer. Non, c'est impossible. Vous, les adultes, vous pouvez nous aider, sans pour autant faire en sorte que vous deveniez insupportables, mais en étant patients et en nous comprenant. C'est ce que tu penses encore aujourd'hui? Je pense que les parents doivent agir ainsi vis-à-vis des ados. C'est difficile l'adolescence? J'ai pas eu d'adolescence, donc je peux pas tellement parler. Séverine et Nathalie écrivent elles aussi des poèmes pour leur journal, baptisé Journal des ados et fabriqué au sein de l'hôpital. Des mots écrits doucement pour mieux se faire entendre. Nathalie, 17 ans, est enceinte de 2 mois. Elle veut garder son bébé contre la volonté de sa mère.
Sa voisine de chambre, Séverine, 13 ans et demi, vient à peine d'arriver et déjà, elles semblent inséparables. Avec certains, bon, il y a un petit gamin de 12 ans qui vient de rentrer, il n'a pas notre âge. Je sais pas, moi, ça fait pas pareil, il a 12 ans, ici c'est à partir de 13 ans. Je suis un cas à part. Vous parlez de quoi entre vous? Ben, je sais pas, de mec. Je pense parler avec une nana, c'est de mec. Des trucs sexuels. Mais pas tout le temps, je sais pas, on délire. On parle du sexe et tout, c'est marrant, je trouve. Toi, Séverine, tu te sens comment ici? Bah, je me sens bien, je me repose bien et puis je me fais plein de copines. Tu es ici pourquoi? Pour une TS, tentative de suicide. J'ai pris 60 médicaments. Et là, avec les autres? Ben, on parle, on boit le thé, puis souvent on fume une cigarette, puis on regarde la télé, puis on s'amuse. Dans une bulle à eux, à l'écart du monde, les anorexiques. L'adolescent défie la vie et se laisse progressivement mourir de faim. Pour les guérir, une solution possible, l'isolement. Pendant quelques semaines, le malade est seul dans sa chambre, séparé de sa famille, privé de courrier et téléphone. Le docteur Ray vient d'hospitaliser Elisa, une jeune anorexique de 13 ans et demi. À son arrivée, elle ne mangeait plus, elle pesait 29 kilos. Isolée depuis 3 jours, Elisa réclame aujourd'hui ses parents. Je sais même pas ce qu'on veut de moi. T'es perdu, hein? Tu peux éteindre la télé? Oui. Quand est-ce que je les reverrai? Tu ne peux pas pleurer comme ça, écoute. Mais je veux les revoir, moi je peux plus. Ça va pas faire avancer les choses que tu te mettes dans un état pareil. Mais de pas les voir non plus. Au contraire. Souviens-toi que tu voulais pas être hospitalisée quand tu pesais 29 kilos. Tu te trouvais très bien. Et ben moi je suis guérie. J'ai pas l'impression que tu sois guérie. Quand tu te mets dans ces états-là, j'ai pas l'impression que tu sois guérie. Mais c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est pour ça que ça m'inquiète pas, parce que ça fait le 3e jour d'isolement. C'est normal que tu sois dans cet état-là. C'est très dur. Mais moi je veux sortir, je veux les voir. Bon. On m'avait dit quand tu seras à 36 kilos, quand on t'enlèvera ta sonde ou tes draps. Oui. On m'avait dit aussi qu'on me dirait ce qu'on attend de moi. Alors que là, on me laisse moisir ici sans rien me dire. T'exagères un peu. Non, moi je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter de m'isoler comme ça. Je veux voir mes parents. Alors combien de temps ça va durer? On t'a dit plusieurs semaines. On peut pas te dire plus de choses. Je te l'ai déjà expliqué, ça. J'y pourrai jamais. Oui, mais je te laisse, ça va être l'heure du déjeuner. Qu'est-ce qui se passe là? Mais là, il y a une jeune fille qui a une anorexie mentale et qui est isolée dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est l'isolement? L'isolement, c'est une mesure thérapeutique pour séparer l'anorectique de son milieu familial. Là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on sépare les anorectiques de leur milieu familial. Les anorectiques, c'est des gens qui vivent dans l'irrationnel, surtout dans un domaine qui est très visible chez eux, c'est le comportement alimentaire.
Et ils entraînent leur milieu dans cette irrationalité qui crée des tensions, l'impossibilité d'avoir des relations entre guillemets normales avec son milieu, en particulier le milieu familial. Donc c'est une mesure de protection et de l'adolescente et du milieu familial et de l'équipe aussi, il faut bien le dire. Une équipe qui s'interroge face au désespoir d'Elisa. Les médecins trouvent alors conseil et réconfort auprès du patron, le professeur Courtecuisse, fondateur du service. En tout cas, trop court. Ce que je lui ai dit, oui, aussi. Qu'on revient sur la décision. Je crois qu'il ne faut pas céder. Non, je sais pas, c'est pas, oui. Enfin, ce dont m'avaient prévenu Françoise Bourgeat et Elisabeth m'avaient dit que comme cette fille était très jeune, puisqu'elle a 13 ans et demi, que peut-être elle ne supporterait pas l'isolement dans sa chambre et qu'on serait obligé de l'isoler seulement dans l'unité. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie d'attendre encore un petit peu. Oui, je crois qu'il faut pas. Je pense qu'il faut vis-à-vis d'elle, oui. Lui laisser apparaître qu'on ne veut pas revenir si vite sur une décision très importante par rapport à son histoire. Au sein du service, la crise d'Elisa ne laisse personne indifférent. Le lendemain matin, le docteur Alvin lui consacre la première visite. Tu as agréé pour ce programme-là? Que tu étais obligé de faire quoi? D'être d'accord. Mais tu sais, il y a quand même une différence entre être d'accord et accepter quelque chose. Tu as tout à fait le droit de ne pas être tout à fait d'accord, mais de malgré tout accepter quelque chose. Là, tu as accepté quelque chose, mais tu as le droit de ne pas être tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'inverse serait très étonnant. Si tu nous avais dit non seulement j'accepte, mais je suis totalement d'accord, je te jure que moi, je me serais dit, celle-là, elle nous fait des bobards, tu vois. C'est justement parce que t'es pas tout à fait d'accord que c'est intéressant, tu vois. T'es au combienième jour, là, maintenant, là? Ça fait combien de jours que t'es isolé? 4 jours. C'est très, très récent, hein. C'est normal, hein. Mais ça va dépendre de toi, ça, il faut que tu vois ça avec le docteur Ray, qui s'occupe de ce contrat avec toi. Moi, je peux pas te répondre. Vous en avez parlé toutes les deux, quand même. Chaque fois. Et puis, c'est pas quelque chose qui doit rester comme ça en l'état, tu vois. Ça ne peut que bouger. Il va pas te pousser des toiles d'araignée, là, entre les doigts de pied et les murs, ici, quand même. C'est pas du tout ça qu'on veut, hein. Ouais, mais tu sais que c'est faux. En tous les cas, tu sais que nous, on sait que c'est faux. Peut-être les gens à l'extérieur, tu peux leur faire avaler ça, mais nous, c'est un peu plus difficile. Puis tu le sais bien. Quatre heures après sa tentative de suicide, Aurélia perfusée est admise dans le service. À son chevet, les autres malades viennent accueillir la nouvelle. Tu bouges un peu ta... Elle a mis quasiment trop. Je suis complètement... T'es crevé là? Ouais. Oh bah c'est normal. Depuis que je me suis fait la trompe dans le... T'es enceinte? Ouais. Toi aussi? Non. Qu'est-ce que t'as? Arrête, toi, tu m'énerves. Je n'en peux pas. J'ai failli me suicider. Le TS. Tu dis pas suicide, tu dis TS, comme ça ils ne comprennent pas les gens. TS. Non, ouais, TS c'est une tentative de suicide. Non mais le temps qu'ils réagissent là, TS. Non, je veux dire. Dans le service, un téléphone est réservé aux adolescents. À travers le combiné, on raconte sa vie à l'hôpital. Les appels sont ici autorisés jour et nuit. Qui ça, moi? Ouais, tu te sens à y aller? Ouais, Bah, tout à fait. assez vite en fait. Je suis capable de courir même. Aurélia, à peine sur pied, reçoit son premier appel. Sa meilleure amie vient aux nouvelles. Ça va? C'est bon. Là.
Conversation de jeune fille pour expliquer un geste baptisé par Aurélia, tentation de suicide. Oui, mais c'est pas un truc à écrire, ça c'est un truc à l'oral. Alors, salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Enfin, Aurélia, elle est pas là parce qu'elle fait une tentation de suicide et... mais évidemment que c'est pour Lise, pas pour le voisin d'à côté. Non, arrête. Je l'ai déjà fait, hein. D'accord. Il faut que je te laisse. Au revoir. Ah, Ça vide, hein? Tu restes là? Tu restes un peu là? faut que j'aille voir. Elle m'a tué la femme. Ça y est, j'ai le numéro. Il va venir me voir. C'était quoi l'orthographe? Non, le mec, ça c'était une copine. Vous êtes copine, il le connaît. Ok. Viens de moi? Ah, comment tu me vois? Méchant. Ouais, il va venir me voir. De la musique à l'hôpital, ici cela n'étonne personne. Dans la salle de loisirs, on peut avec un adulte jouer du piano, faire du ping-pong ou simplement discuter. 3 jours après sa tentative de suicide, Séverine a invité ses amis, histoire de partager un sourire tout juste retrouvé. Regarder, écouter, parler de tout sans préjugés, ici c'est ce que les médecins essayent de faire, traiter l'adolescence comme une interruption volontaire de l'enfance. Ta grossesse là, actuelle, c'est quelque chose dont tu avais vraiment l'intention? De faire? Oui. Non. Non? C'est arrivé comme ça. Oui. Après la première interruption de grossesse, je crois que c'était au mois d'août l'année dernière, si je me souviens bien. Ouais. Dans une clinique. Oui, dans la clinique Juliette de Huys. Oui. Après cette première interruption de grossesse, comment est-ce qu'on t'a expliqué les choses au point de vue contraception? Ben, on m'a pas vraiment expliqué, ils m'ont prescrit, c'est tout. Ils t'ont prescrit une pilule? Ben, tu regardes, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue qui est passé. Hein. Pas eu beaucoup de dialogue qui s'est passé entre nous, entre moi et les médecins. D'accord. C'est à peine si je connaissais même le médecin qui m'a fait ça, alors comme ça. Oui. Et tu as eu une pilule, donc, à la sortie? Pour combien de temps? Pour, je sais pas. Tu l'as prise ou pas, cette pilule? Non, puisqu'il fallait l'acheter. Oui. J'avais pas d'argent et je l'ai pas acheté. Et t'es pas allée dans un planning? Dans un planning familial? Non. Tu savais qu'il y avait des plannings? Ouais, mais le planning où je suis inscrite, il m'énerve, il balance tout. Alors j'ai pas été. Donc t'avais pas confiance d'aller là-bas? Non, j'ai pu été parce que c'est déjà balancé assez de choses. Mais enfin, ta mère, elle devait bien penser qu'il te fallait une contraception quand même. T'avais une interruption de grossesse. Elle pouvait bien imaginer que ça pouvait recommencer. Non? T'avais peur de lui dire ça? Elle n'était pas d'accord pour ta contraception? Non, c'est pas ça. C'est qu'elle voulait tellement que je la prenne que je ne l'ai pas prise parce que je ne ferais pas ce qu'elle veut, elle. C'est ça? Je ne ferais pas ce qu'elle veut, elle. Voilà. Ce que j'ai envie de faire. Et comme moi, j'avais pas envie de la prendre parce que je supporte pas ça, ça me fait vomir. Et elle va à tout prix que je la prenne, elle n'en a rien à foutre si ça me fait vomir. Mais je la prendrai pas. D'accord.
Aucun jeune ne peut le soir quitter le service sans autorisation. Il est interdit de sortir après 20 h. Exceptionnellement ce soir-là, l'alarme de la porte se déclenche. Vous revenez sans Monique? Bah ouais. C'est pas si je le retrouve pas. En plus. Quelqu'un qui est sorti? Non. Vous n'avez pas vu passer 2 adolescentes par hasard? Les petits amis, eux, ont droit de visite même le soir. Nathalie reçoit le père de son enfant, Sandy, 16 ans. Depuis le début de sa grossesse, il vient la voir tous les jours. Il veut assister à l'accouchement. Je lui ai dit que tu supportes pas le sang. Et même le médecin il m'a dit qu'un bébé, quand il naît, il n'a pas de sang sur lui. C'est un truc, c'est une espèce de truc recouvert, je sais pas quoi. Un truc, mais c'est pas du sang. Ouais, c'est le truc de la poche. Mais je dis que tu avais peur. C'est vrai? Si, parce que je sais que tu as peur. Mais non, c'est impressionnant, c'est tout. Ben ouais, ben si déjà c'est impressionnant, t'imagines, tu vas avoir peur. Pourquoi t'as pas peur, toi? Non. Eh ben surtout, ne me mets pas ça dans la tête parce que sinon, je crois que j'arriverai pas loin sinon. Faut pas que je me dise dans la tête que ça fait peur, sinon j'irai pas du tout. Et je crois que je vais me suicider avant d'y aller, alors je préfère dire dans la tête que ça fait pas du tout mal. Je préfère... Et en plus, il y a que 2 heures hein, au maximum. Mais elle a dit que le temps qu'on mette, tu sais, pour quand on arrive à l'hôpital, on peut mettre 24 heures comme ça, avoir mal et que le bébé ne sorte pas. Mais sinon, quand le bébé va vouloir sortir, ça met 2 heures au plus. Il y a la télé. Oh non, là, c'est pas cool, là. Bon, maintenant, il faudrait que tu ramènes les lits dans la chambre. T'as pas le droit de faire ça. Hein. D'accord. Ok, on ramène. Je les ramène maintenant parce qu'il est pas 3h, il est plus de 3h30, maintenant il faut dans cette d'accord. Ok, bah attends, je te donne un coup de main. Oui, au moins, c'est bloqué. Il va te... Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait un petit échange de lit pour rigoler un petit coup. Parce qu'il n'y en avait qu'un dans la chambre, on était 3, alors on trouvait que c'était trop, pas les 3. Je crois que si un adolescent n'a pas la possibilité d'avoir des conduites d'essai, de faire des sorties, de se tester, hein, même si par moments ça met sa santé à risque, hein, bien sûr, alors on va en faire un adulte handicapé, c'est ça. On va en faire un adulte handicapé. Et on parle souvent de cette confrontation qu'il y a entre les jeunes, les adultes, etc. Et on rêverait d'un monde plus calme. Mais il faut bien comprendre qu'il y a dans cette confrontation quelque chose de très sain, de très indispensable. Il faut que les adolescents trouvent à se confronter à quelque chose, vous voyez, ne serait-ce que pour tester ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent les adultes. Et pourquoi? C'est normal puisque c'est ça qu'on leur dit qu'ils vont devenir. Donc ils sont bien obligés d'interroger les adultes tout le temps. Et c'est ce qu'ils font. Le lendemain de sa tentative de suicide, Aurélia retrouve sa mère. Brève rencontre, comme pour mieux cacher la gêne des sentiments. C'est imprévisible, je l'ai pas senti du tout. Et je me suis sentie tellement coupable, les premières heures surtout. J'ai pensé que ça venait forcément de moi. Et puis elle-même, ce matin, m'a rassurée. Je lui ai pas posé la question. Elle m'a dit, je veux pas que tu te sentes coupable. Donc je pense qu'elle a parlé avec c'est vrai, elle a parlé avec un psychologue aujourd'hui. Ils ont dû en parler de moi. Et elle m'a dit, non, il faut pas que tu te sentes coupable, surtout, alors ça me rassure, parce que j'avais peur que ça venait en priorité de moi, quoi. Personne n'a pensé qu'on trouvait un peu fatiguée, ou peut-être une petite histoire aussi d'école, d'amour, mais pas du tout, ils n'ont absolument pas pensé à ça. Personne n'y a pensé. Dans cet hôpital, pour ceux qui le peuvent, il faut chaque jour s'habiller, ranger sa chambre avant 10 h et faire preuve de tolérance, ce qui n'est pas toujours facile. Elle n'a pas de drap là-dedans si avec ça comme drap. Ah, en fait, pourquoi tu mets des trucs
sur la route aussi. On va les enlever. Vas-y, c'est bon, on va les enlever, tu vas pas pleurer pour ça. Non, même, c'est... Non, c'est ça. Où est-ce que je mets mes affaires? Bon, c'est bon, ferme ton cul maintenant. Putain, Je peux pas. Elle me gonfle, elle, hein. Je te jure, il y a des jours où elle est vraiment barbante, hein. Vas-y, bouge, regarde, je te fous 2 temps dans la gueule, tu vas faire quoi? Non, mais j'arrête de rire parce que ça va être trop chaud, là. Je vais être renvoyée pour rien parce que si la meuf, elle m'énerve trop. Ah non, ça va être trop chaud, je vais réagir comme au foyer, je vais la planter. Trop grave. Ouais, tu sais quoi, moi je t'ai déjà dit, moi j'ai pas ton âge, ça c'est pas une petite gamine de 13 ans qui va me faire peur. Toi, alors, t'es aussi une gamine, c'est pas parce que t'es en train que... J'ai 17 ans et par rapport à ton âge, je suis pas une gamine. Hein. Bah, moi je suis fière parce que moi je peux en profiter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux en profiter de ma vie. Bah, moi aussi je peux en profiter de ma vie. Ouais, c'est sûr. Elle m'a pris. Surtout à 17 ans, on va en gueule. Bah ouais, je peux en profiter justement. Vas-y, allez, bouge, ferme ta gueule. Ferme ton cul. Ça la rend vénère quand j'ai dit ça, c'est ça que j'adore. Ouais, c'est ça. Rendre les gens vénères. Surtout quand tu couches avec ton mec, bah chiotte. Ah ouais, vachement. Elle est malade cette fille. Le baromètre du moral se mesure ici en fonction des promenades. Le jour, les malades sont libres de sortir, une seule condition, noter sur un cahier l'heure et le lieu d'une balade. Elle a fait les deux ou... Bah oui, elle est gentille quand même. Ça va alors. On n'a pas été jusque-là. Frédéric, 17 ans, et Cécile doivent apprendre à vivre avec une maladie grave. Aucun écart à l'ordre n'est toléré, les jeunes trop violents doivent partir. C'est bien, justement, il est contraint. Ta gueule, je vais m'énerver. Putain, tu me prends la tête quand je t'arrête. 8 jours après sa tentative de suicide, Séverine sera donc renvoyée par son médecin en présence du psychothérapeute. Enfin, est-ce que c'est clair en ce qui concerne le séjour? Non, le séjour se termine aujourd'hui. Je m'en vais aujourd'hui? Oui, tu t'en vas aujourd'hui. Je veux pas partir. Tu veux faire quoi, Séverine? Je veux rester là. T'as vu comment ça se passe ici? Je veux rester là. C'est pas possible, c'est plus possible. Hier, je t'ai vu déjà, je t'ai parlé des incidents qu'il y avait eu avec le personnel soignant ici. Aujourd'hui, ça recommence, alors c'est pas possible que tu restes. C'est la santé de notre équipe aussi est en jeu. Ça sert à rien. Eh bien, écoute, nous avons vu Monsieur Granger, qui est responsable de la DAS ici, et il est prévu que tu ailles en foyer d'urgence dès aujourd'hui. Au revoir. Alors à bientôt. Hein? Au revoir. C'est pas un peu difficile quand même comme ça, de ce qui vient de se passer là? Si, c'est difficile, mais c'est ce que j'ai dit à Séverine, c'est la vérité, c'est que c'est malheureusement un peu à l'ounou, quoi. Soit on continue à travailler et à travailler dans de bonnes conditions, soit c'est l'agitation dans le service et le dépassement de limites, les gens qui craquent et on peut pas travailler alors. Mais il n'y a pas quand même une responsabilité médicale? Si jamais Séverine ce soir a des idées suicidaires, vous ne vous sentirez pas responsable? Non. On va aller saluer quand même. Parce que moi je fais un tour en bas après. Les médecins nous affirmeront que Séverine pourra, dès qu'elle le souhaite, revenir plus calme à l'hôpital. Dans leur chambre, les adolescentes anorexiques restent protégées des bruits du monde. Pour Elisa, toujours en isolement, la sortie est un rêve de guérison. Je pense à quand je vais sortir. Parce que je me demande dans combien de temps. Et je me demande si quand je sortirai, je serai guérie totalement. S'il n'y a pas des risques que je revienne ici. Ça veut dire quoi pour toi être guérie? Ça veut dire avoir de nouveau confiance en soi et puis savoir affronter la vie.
Quelques jours plus tard, Séverine fête ses 14 ans, seule dans un foyer d'urgence de Joinville. Abandonnée de tous, elle ne croit plus en rien. Effrayée par ses crises de nerfs et sa tentative de suicide, sa mère divorcée refuse de s'en occuper. Aujourd'hui, sa dérive n'est que violence. J'ai commencé à tout casser dans ma chambre. Et puis il y a ma voisine, elle est venue en courant voir les éducateurs. Elle a pris les glaces et tout parce que ça coupait. Ils étaient cassés, c'est pour ça. Alors elle les a pris, puis elle est venue en courant pour leur dire. Et puis j'ai pris une crise de nerfs de plus en plus. Je vois que j'ai toujours des problèmes, même si j'en fais pas moi, parce que j'ai jamais cherché les problèmes. Mais même si j'en fais pas, eh ben... T'as l'impression d'être une adolescente? Ben, je sais pas, non, je pense pas, je sais pas. Qu'est-ce que c'est l'adolescence? L'adolescence, c'est ceux qui sont malheureux, qui ont eu des problèmes et puis qui sont moins de 18 ans. C'est sûr que quand on parle d'écoute, il faut écouter les jeunes, on est très bien, on est heureux, on est des bons adultes, on est très déculpabilisés. Mais si on vous demande que vous avez écouté, vous avez entendu quoi? Alors là, changement de décor. Alors mon souhait irait dans ce sens-là. Qu'on sorte de l'utilisation complètement sauvage de ces espèces de mots à la mode qui recouvrent aussi. Vous savez, il y aurait beaucoup à dire sur la communication. Il faut communiquer avec les adolescents. Moi je dis, il faudrait leur donner envie de communiquer. Mais comment communiquer lorsqu'on a 17 ans et un drame plein la tête? Nathalie poursuit sa grossesse mais ne parvient pas à exorciser son passé. Une adolescence brutalement interrompue par un viol, un inceste et un avortement. C'est en parlant beaucoup avec les médecins que Nathalie a pu recommencer sa vie. La présence d'une caméra de télévision au sein du service est pour elle l'occasion de s'adresser publiquement aux enfants martyrs. Que ça soit inceste, que ça soit viol par un ami ou quoi que ce soit, que ça soit martyrisé par les parents ou par qui que ce soit, il faut qu'elle parle si elle connaît. Même si elle ne connaisse pas l'identité de la personne, il faut qu'elle parle. Même si elle porte plainte contre X. Parce qu'elles savent qu'on va les écouter, c'est ça le plus important. C'est ce qu'on t'a appris ici? Non, c'est ce que j'ai vécu moi. Ce que tu as vécu toi? Ouais, on m'a écouté, on va les écouter et elles seront protégées. Donc les filles qui disent « Ah, moi j'ai peur, ma mère elle va me tuer si je porte plainte, mon père va me tuer, ceci », c'est pas vrai parce que leurs parents ils ne pourront pas les tuer. 8 jours après sa tentative de suicide, Aurélia, elle, a toujours le mal de vivre. Ici, elle a parlé, confié aux médecins et psychiatres ses secrets de jeunesse. Sa peur aujourd'hui, quitter trop vite ce service qui l'écoute sans la juger. Je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais être toute seule à nouveau, puis je vais avoir un coup de délire, je vais me dire, bah ça y est, je me retrouve encore toute seule, je vais me dire que personne n'a compris ce que je voulais, puis je sais que c'est faux, mais tel que je me connais, on s'imagine des choses alors qu'elles sont pas vraies. Donc, l'adolescence, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est entre l'enfance et l'adulte et c'est compliqué. On se rend compte de beaucoup de choses, on commence à se prendre en charge et des fois on trouve ça dur. Puis on commence à voir la vie à son véritable goût en fait. Et c'est difficile quand même. Puis on se dit que d'un autre côté il y a les bonnes parts de choses, qu'on commence à sortir, les parents nous laissent un peu faire ce qu'on veut, tout. Mais des fois on voudrait bien retomber jeune. Et pourtant, moi, j'aime bien les deux. Des fois, j'aime bien qu'on me câline, puis de l'autre côté, j'aime bien qu'on me laisse un peu tranquille. Dernière étape avant la sortie définitive, une permission. 2 jours chez soi pour tester la joie de vivre, un retour sans risque au berceau familial. Lundi, dimanche. Tu reviens dimanche soir, c'est bien ça.
Oui, il était question de sortie, puis finalement, je crois que il est plus approprié qu'il revienne, je crois bien. Encore. Aurélia retrouve dans son appartement un monde sans homme. Sa mère vit seule depuis son divorce. Jamais lors de ce week-end, le suicide d'Aurélia ne sera abordé. Mère et fille feront ensemble comme si rien ne s'était jamais passé. Ah oui, tu peux pas passer. Hein. J'ai toujours essayé d'être avec Aurélia sur un plan, je dirais pas d'égalité, parce que c'est pas possible, hein, mais sur un plan libre. J'ai toujours pensé à un fossé éventuel qui pouvait se creuser en grandissant. Et ça, alors vraiment, j'aurais jamais voulu que ça s'installe. Et peut-être que, finalement, d'après ce qu'elle en est ressorti, hein, c'est vraiment... moi, je suis pas très... Comme je disais, je suis pas du tout une adepte de la psychanalyse, pour moi. Mais il en est ressorti que, finalement, peut-être que je suis un peu trop à la même hauteur qu'elle. Et qu'il va falloir qu'elle le comprenne. Je ne veux pas dire que je vais durcir mon comportement, parce que c'est pas possible, c'est un comportement naturel, alors on ne peut pas changer, hein, je crois qu'on fonctionne comme ça. Mais je crois qu'il va falloir qu'elle comprenne aussi par rapport à moi, bon, que je suis la mère et qu'elle est la fille, quoi. De tentatives de suicide en grève de la faim, après ses 2 séjours à l'hôpital des adolescents, Peggy danse sa révolte à 19 ans. Pour survivre, elle se déshabille dans un cabaret. Elle vit à présent seule dans un hôtel meublé parisien. Peggy, orpheline à 13 ans, a dû élever seule ses frères et sœurs. Face à un désert de portes fermées, elle s'est battue avec le monde avant d'affronter un avenir incertain. D'hôpital en hôtel, de mal de vivre en mal d'amour, Peggy rêve aujourd'hui sa vie en chanson. Je sens pas, comment dire, je me sens ni perdue et ni je me sens à ma place en fait. Je suis sans sentiment. C'est-à-dire que je stagne. Je pense à rien. J'essaie de ne pas penser ni à mon éventuelle réussite, ni à mon échec dans la vie. C'est un sentiment que beaucoup de jeunes peuvent éprouver. Moi, j'aime bien le dire avec la musique, parce que j'aime bien chanter, j'aime la musique. Donc, un poème que j'écris, je veux faire passer un message, quoi. Quel message? Le message qui sera entendu. C'est quoi? Je sais pas, moi j'écris des mots. Bon, ces mots-là, ils veulent dire quelque chose à ceux qui comprennent de bien les entendre, quoi. Mais c'est quoi, par exemple? Je sais pas, je peux te montrer un truc, tu veux voir? Ça, c'est un truc que j'ai écrit en 89. Alors, attends. Ça, c'est moi à l'hôpital, là, récemment. Ça, c'était une photo prise à l'hôpital? Ouais, à la Bicêtre. Bon, c'est une maquette que j'ai faite en 89, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. C'est une chanson que j'ai écrite. Tu veux l'entendre? Parce que c'est assez dur de parler en fait de ce qu'on a envie de dire. Vu que je le chante, c'est parce que ça prouve bien que j'ai pas envie de le dire, donc je préfère qu'on l'écoute. Chaleur, d'un peu d'amour et de douceur, de s'éveiller dans un nid de tendresse, sentir le parfum des caresses, je défierai les interdits. On a tous une douleur dans le cœur, on a tous besoin de chaleur, de rêves aux couleurs.
ciel, brûlé par le soleil qui me rappelle qu'on a tous une douleur dans le cœur, qu'on a tous besoin de chaleur, d'un peu d'amour et de douceur, de s'éveiller dans un nid de tendresse, sentir le parfum des caresses, je défierai les interdits. Demain, c'est loin demain. On peut faire plein de choses jusqu'à demain et puis en même temps on peut ne rien faire. Pour moi, tout jour se ressemble. Alors, demain, c'est comme aujourd'hui, c'est comme hier.